Le Limousin a reçu en héritage une nature généreuse. Forêts et collines interrompues çà et là par des rivières encaissées, une multitude de paysages et de terres, toutes les conditions étaient réunies pour produire ce trésor national, la porcelaine. L'histoire de la porcelaine de Limoges commence avec la découverte d'une roche granitique rare, le kaolin, indispensable pour la produire. Au XVIIIe siècle, le Limousin compte parmi les régions les plus pauvres de France. Et imaginez, du jour au lendemain, on trouve du kaolin, désespérément recherché, qui s'arrache, qui se vend très cher. Et tout ceci va s'accompagner de cette population qui avait besoin de travailler, besoin d'espérer de meilleurs lendemains, et donc accepter des tâches particulièrement rudes. Un territoire de production s'organise autour de la ville de Limoges et d'une main-d'œuvre bon marché, entraînant une transformation de l'espace urbain, mais aussi d'importantes luttes sociales. Le Limousin et sa porcelaine, une grande aventure industrielle. Et surtout, un chapitre majeur de l'histoire sociale de la France. À 40 km au sud de Limoges, aux alentours du village de Saint-Thierry-la-Perche, les carrières de kaolin de Marcognac, aujourd'hui inondées, ont été exploitées jusque dans les années 1970. Les ateliers et maisons des contremaîtres sont aujourd'hui ouvertes aux visiteurs. Non loin de là, est découvert en 1768 le fameux or blanc. Cela fait déjà 800 ans que la porcelaine, symbole de raffinement et de réussite, a investi les intérieurs des riches Européens. Mais seule la Chine, à des milliers de kilomètres de là, maîtrise l'art de la fabriquer grâce à l'indispensable kaolin. Jean-Baptiste Darnay, qui est un chirurgien du roi, est intrigué par une roche blanche qu'il ne connaît pas. Cette roche blanche s'avère être le kaolin que l'on recherche pour faire une porcelaine blanche translucide telle que celle qui est importée de Chine. Cette porcelaine fascine par sa blancheur, sa transparence. À la cour, on utilise cette porcelaine pour manger. Cette découverte ouvre enfin la possibilité au Royaume de France de fabriquer sa propre porcelaine. Un ingénieur géographe de la région, François Alluot, en voit tout le potentiel économique et signe l'acte d'exploitation de ces 3 carrières. Les terrassiers se chargent à la pelle et à la pioche d'extraire l'argile blanche et la déposent dans des caisses en bois que les femmes portent. Ces caisses ont été faites par mon grand-père qui était charron-charpentier, qui a travaillé ici pendant des années. La cassette était fragile parce qu'elle est en bois. Elle était renforcée par des angles métalliques. Et les femmes avaient ces grosses cassettes lourdes, 10 kilos je crois, qu'elles mettaient sur leur tête. Et alors le kaolin était apporté ici. Les dames, les cureuses, le nettoyaient. Par exemple, ici, il y a du jaune, il y a un petit peu de fer, oui. il y a un petit peu de mica. Donc, avec un couteau, elles enlevaient toutes ces parties. Impuretés, voilà. Et oui, c'était le contrôle qualité. Chaque morceau de kaolin était repris par les femmes. Cet or blanc, façonné à la force des bras, ne devient porcelaine que lorsqu'il est cuit. Il faut donc du bois pour faire chauffer les fours. À l'est de Limoges, les vallées de la Vienne et de son affluent le Taurillon sont justement très boisées. Chênes, hêtres et châtaigniers sont les gardiens d'une forêt restée sauvage et les témoins d'une activité humaine intense. Le bois était coupé dans les forêts, glissé sur les parcelles qui étaient donc agencées en plan incliné pour rejoindre évidemment les berges. Des flottages monstrueux dévalaient la vallée de la Vienne. Pendant longtemps, Limoges s'est illustré sur la qualité des blancs, mais cette qualité de blancheur, elle était possible par une qualité extraordinaire minéralogique du kaolin, mais également par rapport à la qualité du bois. Donc tout ça, c'est vraiment les bases fondamentales d'une industrie qui a rendu célèbre la ville de Limoges dans le monde entier. Le bois coupé descend ainsi au fil de la Vienne pour rejoindre les abords de Limoges,
en amont du pont médiéval Saint-Étienne, long de 120 mètres et enjambant la rivière depuis le XIIIe siècle. Aujourd'hui, c'est un lieu de promenade. On vient pique-niquer. À l'époque, tous ces bois arrivaient ici, accompagnés ou pas par des bateliers, flotteurs, qui travaillaient ensuite avec leurs collègues débardeurs, qui sortaient les bois de la Vienne sur les berges. Le travail était à la fois physique et technique. Physique parce qu'il fallait ramer, et technique parce que vous naviguiez au milieu de dizaines de stères de bois. Donc évidemment, vous imaginez toute la technique de navigation que cela représente et les efforts physiques qui vont avec. À 50 mètres de là, le fils aîné de François Alluaud, François Fils, décide en 1816 de faire construire la première manufacture dédiée à la porcelaine, l'usine des Cassots. L'endroit est stratégique puisque le bois est à côté. Elle est aujourd'hui la plus ancienne fabrique de porcelaine de Limoges en activité. Le principe de fabrication, c'est toujours le même depuis l'an 1000, les premières pièces qui ont été façonnées par les Chinois. Le geste de l'émaillage est le même, le geste du fileur reste le même, le geste du couleur, c'est toujours le même. Et on fabrique les moules exactement de la même façon qu'on les fabriquait au début du 19e siècle. Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, l'industrie de la porcelaine connaît son apogée avec une trentaine d'usines dans la région. On peut de nos jours en admirer les courbes et les motifs dans une salle de l'usine des Cassots dédiée à la vente. Au tout début, on fournissait les cours, la cour de France, la cour de l'empereur, la cour des rois sous la Restauration, et même les cours étrangères ont été très souvent approvisionnées. Il n'y avait pas de limite dans le luxe, hein. Certains demandaient des choses absolument extraordinaires et étaient prêts à payer des sommes vertigineuses pour des très beaux services. Un décor comme ça, c'est typiquement un décor empire. Ce verre était très apprécié à cette époque-là. Bien sûr, les lauriers rappelaient les lauriers de Napoléon. Il y avait un style Limoges, il y avait un style français, et il était très apprécié dans le monde entier à cette époque-là. Le monde ouvrier de la porcelaine subit des conditions de travail harassantes. Une partie essentielle du bâtiment, celle où se trouve l'ancien four, aujourd'hui libre d'accès, en est le témoin. Dans la fournaise de cette manufacture et celle des autres fabriques implantées dans Limoges, naît un mouvement syndical mythique, la CGT. Il y avait le fond de cale de l'échelle sociale, c'était ici que ça se passait autour des fours. Et effectivement, ici, l'espérance de vie était beaucoup plus courte qu'un peintre en atelier. Là, un homme de feu, il faut s'imaginer que ces hommes restaient des heures et des heures face à 1400 degrés. On était quand même dans des conditions particulièrement dures. Les ouvriers arrivaient au paroxysme de ce qu'ils pouvaient supporter. On avait encore des pièces retenues sur salaire quand elles étaient cassées de temps en temps, enfin, parfois même des pratiques de droit de cuissage dans les ateliers. Enfin, en 1905, rendez-vous compte. Donc évidemment, tout ceci cumulé ne pouvait plus durer. Limoges est un terreau de l'histoire sociale et syndicale. La CGT est née à Limoges en 1895. Et donc tout ça, petit à petit, va structurer la population dans des idéologies, dans des revendications qui vont faire jurisprudence pour que petit à petit des choses changent au XXe siècle. Ces luttes sociales, combinées à une ville de Limoges qui étouffe, obligent les maires à repenser l'urbanisme. Venant des campagnes alentours, jusqu'à 13 000 ouvriers se massent à Limoges. Il faut ouvrir la ville, percer des avenues. François Alluaud fils, lui encore, devenu maire en 1830, fait transformer cet ancien espace militaire en jardin. Alors nous sommes au Champ de Juillet, qui est un parc central dans la ville de Limoges, qui offre un balcon sur la gare de Limoges bénédictin. C'est un espace qui est très fréquenté aujourd'hui, très arboré, très agréable.
Le centre-ville de Limoges se développe ainsi tout au long du siècle et se couvre même de porcelaine, symbole du prestige de l'industrie phare de Limoges. Fin 19e, on va envisager la réalisation de céramique dans l'architecture. Et il y a 2 projets qui sont des chefs-d'œuvre. Les halles centrales avec 328 carreaux sur une frise. Et la fontaine de l'hôtel de ville, 1893, 9 mètres de haut. Elle est émaillée de plaques de porcelaine dans les thématiques aquatiques. Il y a au-dessus 4 petits personnages en bronze. Ils représentent les différentes étapes de fabrication de la porcelaine. Et tout ça se termine là-haut par un joli vase. C'était pour n'importe quel invité d'honneur ou même passant de voir un chef-d'œuvre à Limoges. À l'époque, les fabriques de porcelaine se concentrent plutôt dans le nord de la ville et pour faire face à leurs difficiles conditions de vie, les ouvriers créent des coopératives, c'est-à-dire des regroupements pour échanger des savoir-faire et s'entraider. Cette manufacture est devenue le Théâtre national de Limoges. Son nom, l'Union, en référence à une coopérative ouvrière qui a investi ces lieux en 1893. C'était une salle des fêtes, il y avait des débats, il y avait des assemblées générales, il y avait des matchs de boxe, il y avait des concerts. Il y a eu la création d'une bibliothèque où les gens sont venus pour apprendre à lire, apprendre à écrire. Donc il faut bien se rendre compte que cette coopérative, elle a concerné dans les années 40 les 2/3 de la ville de Limoges, donc jusqu'à 60 000 personnes. Aujourd'hui, en mémoire des coopératives, le théâtre a pour vocation de lutter contre les formes d'oppression contemporaine. Il héberge une académie de théâtre qui accueille des élèves de tous horizons et les prépare au concours des écoles les plus prestigieuses. C'est l'amour. Notre devise, le théâtre de l'Union, le plus grand bien pour le plus grand nombre. On a repris la devise des coopérateurs. Et pour nous, c'est comment partager ce bien commun qu'est l'art avec tous. Donc la boucle est bouclée. La porcelaine a légué à cette région du Limousin un trésor patrimonial, mais aussi un caractère, un état d'esprit, celui du combat social et culturel. Dans le nord de la France, depuis plus de 200 ans, des hommes et des femmes tissent, enroulent, plient et brodent la plus délicate des étoffes, la dentelle. L'histoire de ce tissu d'exception, symbole de luxe et d'élégance, a façonné les paysages urbains, du simple habitat ouvrier aux monumentales usines en briques. Dans les villes de Calais et de Caudry, la dentelle a apporté la prospérité et donné ses lettres de noblesse à ces territoires. Aujourd'hui, des centaines d'ouvriers sont fiers de perpétuer une tradition ancestrale sur d'impressionnantes machines d'époque aux mâchoires d'acier. Il y a le toucher de la matière quand c'est fini, quand c'est bien plat, bien lisse. Et c'est vrai que quand c'est fini, c'est un très beau dessin. Dans le métier de la dentelle, dans le temps, c'était que famille. Famille, amis. Ça veut dire que les parents, ils travaillaient, les fils ou les filles derrière, ils suivaient. On n'apprenait même pas à l'école, on allait sur le tas, et c'est là qu'ils nous formaient. Ça a toujours été un chemin comme ça. Ce métier-là, j'adore. J'en suis fou, et je resterai toujours dedans, quoi. Un savoir-faire historique, profondément ancré dans ce territoire du Nord, qui n'aurait jamais vu le jour sans l'audace et la témérité d'un Anglais nommé Robert Webster. Tout commence sur les plages de Calais, face aux côtes britanniques au début du XIXe siècle. Du fait de sa position géographique, Calais a longtemps été un partenaire commercial privilégié de l'Angleterre. Mais en 1806, Napoléon, en guerre contre la couronne britannique, impose un blocus à l'Angleterre.
Avec le blocus, il n'est plus question d'avoir un commerce normal. On va avoir le développement de ce commerce parallèle que l'on va appeler le smuggling, puisque smuggle en anglais veut dire faire de la contrebande. Et ici, dans le détroit particulièrement, on va avoir donc des bateaux très très rapides qui vont faire de la contrebande, mais dans les deux sens. Tabac, alcool, le commerce clandestin est florissant. Une étoffe est particulièrement convoitée par les Français, le tulle de Nottingham. On peut parler d'une véritable anglomanie. Ce tulle donc transparent va être quelque chose de très très prisé en France. Et les tulles fabriqués en Angleterre, tulles mécaniques, puisque c'est en Angleterre que ça va démarrer, arrivent très très vite en France. Et donc, comme c'est interdit, ça arrive en fraude. Mais en Angleterre, une crise sociale majeure bouleverse le cours de l'histoire. En 1815, une surproduction de tulle met au chômage les ouvriers qui se révoltent en cassant les métiers à tisser. Pour préserver ses outils de travail, un fabricant anglais, Robert Webster, décide de les exporter de l'autre côté de la Manche, en France. Une idée simple, mais totalement interdite, car en pleine révolution industrielle, l'Angleterre protège farouchement ses brevets. Il va décider de braver cet interdit, puisque l'exportation de métiers est même frappée de peine de mort. Et il décide de démonter des métiers et de les mettre sur ces fameux bateaux que l'on appelle des smugglers. Les douaniers surveillent, toute la côte est longée par le sentier des douaniers. C'est au péril de sa vie. Et il va venir avec des premiers métiers pour démarrer une fabrication en France. Donc il vient non seulement lui-même, mais il vient avec ses ouvriers. C'est l'un des quartiers de Calais qui va porter la suite de l'épopée de Webster. Saint-Pierre. À l'époque, ce quartier n'est qu'un gros bourg qui vit essentiellement de la pêche. Le savoir-faire de Webster y passe presque inaperçu. Au départ, la population calaisienne et même les autorités ne sont pas conscientes de ce que va représenter cette arrivée des premiers métiers. Donc on va avoir les métiers qui vont arriver et qui vont être placés tout simplement dans les maisons, les caves ou sous un auvent dans la cour. Ce sont encore des métiers de petite taille, activés à bras. Et donc, on va avoir une implication progressive d'une partie de la population qui jusque-là était orientée vers la pêche et qui va se consacrer à cette nouvelle activité. Une nouvelle activité dont s'emparent les Calaisiens, jusqu'à concurrencer les entreprises de Robert Webster et de ses compatriotes anglais. Mais ce qui va faire de Calais une capitale industrielle, c'est l'intervention d'un ingénieur français, Jacquard, qui transforme le métier à tulle en métier à tisser la dentelle. À la moitié du 19e siècle, la dentelle mécanique entre dans une ère nouvelle, dont l'un des derniers vestiges se cache derrière une façade moderne. Alors nous sommes ici dans le bâtiment de l'ancienne usine qui était appelée l'usine Boulard, qui est l'une des plus grandes usines de dentelle à Calais. C'est un bâtiment vraiment très représentatif de toute une génération d'établissements qui étaient des groupements de producteurs de dentelle. Et à l'intérieur de ce bâtiment, il n'y avait pas seulement un producteur, mais il y avait un propriétaire qui louait à une multitude de petits propriétaires de métiers qui avaient une production, leurs propres employés et qui louaient des espaces, en fait des largeurs de baies vitrées, derrière ces murs. Pour les habitants de Calais, cette cathédrale industrielle concentre l'âme de la ville et de ses ouvriers. On voit que ça a beau être un bâtiment qui n'était pas fait pour être soigné et luxueux, c'est un bâtiment très fonctionnel, il n'empêche qu'on en trouve les signes qui veulent donner de la majesté à ces grands bâtiments de production qui sont vraiment un signe de prospérité pour une ville. Donc l'usinier qui le construit veut lui donner des lettres de noblesse. On va retrouver des éléments architecturaux qui sont plutôt propres au château et on est vraiment dans la phase où l'on parle des châteaux de l'industrie. Les coursives sont destinées à ce que chaque employé puisse rejoindre la zone de son patron.
Les tourelles permettent d'accéder et d'abriter les escaliers. Et les coursives extérieures permettent à chacun de ne pas aller dans l'unité de production du patron voisin et de cacher, préserver les secrets industriels de fabrication de la dentelle. C'est un savoir-faire oral qui se transmet vraiment au cœur et au secret des ateliers. Donc il est très important que les secrets ne circulent pas. Aujourd'hui transformée en musée, la majestueuse usine Boulard a conservé dans ses collections la mémoire du travail des ouvriers de la dentelle. La précieuse étoffe a, depuis la mécanisation, accompagné la grande histoire. Au milieu du 19e siècle, avec la révolution industrielle et le développement de la bourgeoisie, la dentelle s'impose sur les tenues des femmes qui entendent montrer leur réussite sociale. C'est un modèle bourgeois qui s'est installé, qui s'éloigne peu à peu du modèle aristocratique tout en cherchant toujours à en reprendre certains codes. Donc au milieu du 19e siècle, on recherche de grands métrages de dentelle. La silhouette est assez développée avec le jupon très large, de grands métrages de dentelle sur les épaules. Et enfin, la mécanisation a réussi, est parvenue à atteindre le même niveau de perfection que la dentelle à la main. Nous sommes devant un grand châle du 19e siècle, la période Second Empire. Vous avez ici ce grand motif floral comme un bouquet champêtre et qui vient contraster avec cette partie beaucoup plus chargée, presque inspirée des décors architecturaux, des décors peints avec des palmettes, des cartouches, des volutes. Et vous voyez entre deux, évidemment, ce réseau de tulle extrêmement fin et léger qui est quasi transparent et qui permet de faire ressortir les motifs et de donner l'impression d'avoir comme une forme de dessin flottant par-dessus la robe que portait la femme au-dessous. Au fil des décennies, la dentelle s'impose comme une étoffe incontournable de la mode féminine. Elle fera de Calais sa capitale mondiale. La ville comptera jusqu'à 40 000 ouvriers travaillant dans ses usines. Un âge d'or qui a apporté à la ville une prospérité dont on peut encore admirer certains signes, comme les maisons de maître aux beaux windows. À la fin du 19e siècle, Calais connaît un tel essor qu'il faut penser à construire de nouvelles usines hors de la ville. Les fabricants de dentelles jettent leur dévolu sur Caudry, dans le département voisin du Nord, à 150 km de Calais. Ici, dans la campagne caudrésienne, on avait cultivé une spécialité de faire des battistes, de tisser des battistes à la main avec des tissus donc de coton ou de lin très fins, des fils de coton ou de lin très fins. Et il faut une grande dextérité. Donc ils se sont dit, tiens, dans cette région, dans cette campagne, autour de Caudry, il y a ce savoir-faire déjà existant et ça pourrait être une bonne base pour finalement s'installer. Dans cette usine de Caudry, le savoir-faire est un trésor que l'on se transmet de père en fils depuis 3 générations, jusqu'à un certain degré de perfection. C'est une illusion, la dentelle, c'est-à-dire c'est l'illusion que les fils dessinent des motifs. En réalité, les fils avancent toujours, les fils travaillent pour représenter quelque chose. Le talent du fabricant, c'est justement d'arriver à quelque chose qui apparaît comme tout à fait naturel, qui est une ombre portée avec toute cette magie de la transparence et du plein et du vide, etc. Et qui est en fait le travail de l'homme. Voilà, cette particularité d'une esquisse bien équilibrée. L'esquisse la mieux partagée de Caudry s'est affichée lors d'un célèbre mariage royal. Une image que Robert Webster, qui avait lui-même introduit les premiers métiers à tisser en France, n'aurait sans doute jamais imaginé. Je crois que toute la ville est extrêmement fière d'avoir participé au mariage du 29 avril 2011, mariage de Kate Middleton qui a fait tant de bruit dans le monde avec ses 2 milliards de téléspectateurs. Et effectivement, sur le décolleté de Kate Middleton, on voit clairement donc, ce motif de ce dessin
qui a été utilisé par Sarah Burton pour Alexander McQueen à l'époque. Un motif très délicat, classique, avec une écaille très remarquable, très unique. Voilà, avec ces petits cœurs qui viennent en arc finir le produit et ces petits bouquets de fleurs. Voilà, une dentelle qui nous a beaucoup donné d'émotion. C'est quelque chose d'inattendu qui sort de l'anonymat, les petites mains de la haute couture et des tapis rouges. Ces matières luxueuses, extraordinaires, elles ne sortent pas du chapeau. Il y a derrière, effectivement, un certain nombre d'acteurs qui sont toujours des gens libres et indépendants dans leur territoire d'origine, qui continuent de porter voilà, des nobles histoires. Voilà.